première sur Europe 1 tout à l'heure. Cyril qu'on embrasse évidemment. Et nous, on est là pour 2 semaines encore. Ce soir, vous avez autour de la table Sacha, Sophie, Maxime, Francesca, Mickaël, Ludivine. Et on a le plaisir d'accueillir Annick Pérez qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Je vous dis juste avant la pause, c'est un témoignage dingue que vous nous proposez aujourd'hui. Vous avez écrit ce livre, Comment j'ai échappé au malheur. Et alors votre histoire, elle est absolument incroyable parce que vous dites que vous avez échappé au malheur, c'est-à-dire que vous avez vécu un deuil. Et vous avez échappé au malheur grâce à Jean-Jacques Goldman. Oui, exactement, mais pas par ses musiques. Jean-Jacques Goldman, vraiment. Ah non, mais c'est une histoire de dingue qu'on va vous raconter. Non, mais c'est vrai que dans certains journalistes, on dit que ça dépasse l'entendement, mais c'est la vérité, d'autant plus que Jean-Jacques Goldman est vivant. Je ne me permettrai pas de raconter des histoires. C'est mon 8e roman. C'est la première fois que j'écris à la première personne. J'ai mis 30 ans pour me décider à écrire ce livre. Et c'est un livre qui mêle à la fois une histoire réelle et un peu le surnaturel. Surnaturel, tout ça. Le surnaturel. Jean-Jacques Goldman. Voilà, vous avez raison de le préciser. C'est pas les chansons de Jean-Jacques Goldman, c'est Jean-Jacques Goldman lui-même. Mais c'est une dinguerie cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment commence cette histoire? Je crois que vous avez perdu votre sœur. Ouais. Elle avait 30 ans. C'est un moment extrêmement douloureux. Elle est allée à la maternité avec son bébé. Et puis, elle a fait 41 de fièvre, ils l'ont opérée. Et elle est parvenue. Donc, c'était un travail considérable de rester c'est terrible quand vous partez. Ma sœur aînée, c'est elle qui m'avait tout appris. Vous avez un lien particulier avec elle? Absolument. C'était la personne qui m'aimait le plus, que j'aimais le plus. Et donc, ça a été un travail considérable de rester en vie. Mais d'abord, la première des choses que j'ai faites, ne pas rentrer dans les codes du deuil. J'ai refusé toutes les effusions, les gens qui se jetaient sur moi, les gens en noir, les cousines, qui venaient de loin, tout en noir, etc. Ah, les gens en noir, habillés en noir, d'accord, qui portaient le tenue de peur quand même. Non, mais les gens habillés en noir, qui venaient, etc., pour me prêter assistance. Donc, je suis, après l'enterrement, où je ne suis pas allée d'ailleurs. Vous êtes allée à l'enterrement de votre sœur? Pourquoi, Annick? Parce que j'étais pas dans le déni, j'ai refusé. J'ai refusé. D'ailleurs, j'avais l'impression d'être rentrée dans un bloc de glace quand mon beau-frère m'a annoncé ça, son mari. Elle s'appelait Monica Benelli, elle était médecin, dermatologue. On avait visité 3 jours avant son cabinet vers Saint-Lazare. Et donc, quand il s'est avancé vers moi avec les 2 bras tendus, j'ai compris, et j'ai compris surtout qu'il fallait surtout que j'évite de rentrer là-dedans. Donc je suis allée, je me suis habillée en rouge et je suis allée au Bon Marché, j'habitais rue du Cherche-Midi et j'ai acheté des cassettes à l'époque, à la fin des années 80, c'était il y a longtemps. Jean-Jacques Goldman était une star incroyable. Et j'ai acheté Jean-Jacques Goldman. Donc là, justement, pas du tout. J'ai pas choisi Jean-Jacques Annick, pour que ceux qui nous regardent comprennent de quoi on parle. C'est-à-dire que vous avez un lien particulier avec votre sœur. Elle vous a quasiment élevé. Elle meurt. Plus élevée, on n'était pas à ce point-là, mais c'était votre grande sœur. C'est-à-dire que vous disiez, elle m'a tout appris. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais d'employer ce terme-là. Annick, vous la perdez du jour au lendemain. Elle part à la maternité. Vous refusez d'aller à son enterrement parce que c'est trop pour vous. C'était trop Et vous nous dites, et c'est là qu'intervient Jean-Jacques Goldman, vous nous dites, voilà, pour surmonter ce deuil, vous nous dites, je m'habille en rouge, pas en noir justement, et je vais acheter des cassettes. Mais pourquoi Jean-Jacques Goldman? Non, il n'est pas intervenu tout de suite. En fait, c'est pas lui qui est intervenu, je vais vous expliquer, je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, je suis allée au Bon Marché, j'ai acheté plein de cassettes. Après l'enterrement de votre sœur. Donc j'avais un Walkman rouge, j'avais mis plein de cassettes. Et puis je suis tombée sur une chanson qui s'appelait Confidentiel. Je voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon chemin, je resterai une petite lumière qui s'éteint pas. Enfin, tout le monde connaît cette chanson, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Et tout d'un coup, mon chagrin a eu une voix. Et j'ai dit, bon, j'ai écouté en boucle. Ça a duré 3 jours, 4 jours, 5 jours, cette chanson, jusqu'à l'évanouissement pratiquement. Et puis, il fallait que je sauve ma mère. Elle a perdu sa fille aînée, donc il fallait que je reste en vie. Donc, j'ai continué à l'écouter et je descends de chez moi. Et là, je le trouve dans sa voiture.
Il avait une voiture gris foncé. Vous trouvez qui dans la voiture? Jean-Jacques Goldman? Jean-Jacques Goldman. En vrai? En bas de chez moi, en vrai. Oui. À Paris? À Paris, rue du Cherche-Midi, au numéro 100. Il est passé. Et vous y voyez un signe? Parce que lui, Je me dis, non, la première fois, non. La première fois, non. J'ai dit, bon. Une semaine plus tard, je l'ai trouvé boulevard Montparnasse. Bon. Une semaine plus tard, je conduisais, je tourne la tête, Champ de Mars. Mais vous êtes sûr que c'était bien lui, Annick? Non, mais je peux vous assurer que c'est lui parce qu'il a même dit quand on m'a... Norbert Bensoussan... Il vous voyait lui ou pas? Non, bien sûr qu'il me voyait. Après, je vais vous raconter la suite. À un moment, il s'est dit, c'est dingue, je tombe toujours sur cette... Non, parce que j'étais avant lui à chaque fois. Ah bon? Et après, on s'est vu. Un jour, il s'est même tapé la tête. Je vous raconterai. Ouais. Vite fait. Vous l'avez croisé combien de fois en un an? En un an, j'ai dû le croiser peut-être 10 fois. Ah, quand même. Ouais. Une fois par mois. Ouais. Comment vous parlez à Jean-Jacques Goldman la première Alors fois? après, donc Norbert Bensoussan, donc il travaillait pour Patrick Sabatier, que je connaissais un peu. Je lui raconte mon histoire. Je lui ai jamais dit que j'avais perdu ma sœur. Je le disais à personne. Et il m'a dit, si tu veux, tiens, viens. Il y a un truc sur Coluche, etc. Viens, etc. Je vais te le présenter. Et il me présente. Et Goldman, il me regarde et il dit, il lui dit, voilà, je te présente ma petite cousine. Elle s'appelle Annick et tout ça. Et il dit, mais avec Annick, c'est une longue histoire. Alors je dis, bon. Jean-Jacques Goldman, les premiers mots qu'il m'a dit. Bon. Il vous a reconnu. Voilà, il m'a reconnu. Là, j'ai dit là, ça commence à être un peu bizarre. Et je voyais qu'il me regardait. Il avait un peu peur de moi, quoi. Il avait un peu peur. Il vous a jamais dit, vous étiez un fan, il avait peur que... Non, mais il me voit comme ça. Il signait, il me regardait que moi. J'étais toute jeune, qu'est-ce que je pouvais lui faire? Bon, bref. Et puis, je vais au concert et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure... les concerts, c'est pas mon truc. Et puis la promiscuité, il y avait trop de monde et tout. Et c'est passé quoi? C'était pas mon truc, je m'en vais. Ouais. Et je dis à mes amis, j'étais avec un couple d'amis et Lina Sicard à qui j'ai dédié le livre, je vais avec... je dis, écoute, on rentre à Paris, moi je suis désolée, j'adore Goldman. Mais là, ça suffit. Que s'est-il passé, Annick? Racontez-nous. Et donc, je vais directement, on s'en va. Ouais. Je commande il y a un des gars, le garçon qui conduisait, qui dit, ah non, mais moi je veux manger quelque chose. Je dis, ah non, mais moi je veux rentrer. Enfin bref, bon. On y va, on trouve un restaurant tout au bout de, vraiment le dernier restaurant. Et là, il y avait Jean-Jacques Goldman. Non. Qui était sorti de scène, qui a dit, moi aussi j'arrête. Non, le dernier, ça va être mieux que ça. Le dernier restaurant, je vous jure que c'est vraiment le dernier restaurant de Troyes. On s'assoit, je commande à manger, etc. Je vais aux toilettes, environ 35 ou 45 minutes après, je vais aux toilettes, etc. Je remonte et boum, je me cogne épaule contre Jean-Jacques Goldman, qui arrive... Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais je vous jure. Je vous le jure. Ça s'appelle les synchronicités, en fait. Non, voilà. Enfin, Jean-Jacques Goldman. Alors, ça arrive souvent, en fait, ça prend cette forme-là parce qu'en fait... Incroyable. En fait, au moment où... Mais c'est tout a du sens là-dedans. Au moment où il y a la mort de sa sœur, qui est hyper importante pour elle, elle achète les cassettes, elle écoute Jean-Jacques Goldman, elle tombe sur ce truc-là. Il y a une chanson qui lui parle. Et en fait, Jean-Jacques Goldman devient le média, en fait, le vecteur. Ouais, le message. Lui, il est pour rien, il le sait même pas. Et vous avez ces nouvelles à Jean-Jacques Goldman ou là où c'est fini, là? Non, pas du tout. Donc là, il a eu un sursaut, mais je ne peux pas vous dire. Non, mais il a dû avoir peur. Et là, non, ça ne s'arrête pas là. Bah oui, parce que lui, ça lui tombe sur le coin de la figure. Non, mais lui, ça ne s'arrête pas là. C'est que, donc là-dessus, moi, je retourne à ma place. Et les trois amis qui étaient verts, quand je leur ai dit... Mais ça s'est arrêté quand? Juste, Annick, là, parce que des histoires comme ça... Non, mais là, juste une phrase, cette phrase-là. Bon, allez-y, et là, il y a Michael Jones qui vient, direct, il me dit, Jean-Jacques veut te voir, va t'asseoir. J'ai quoi? Il me dit, Jean-Jacques, t'attends. Alors, je vais le voir, et il me regarde comme ça, et il me dit, asseyez-vous. Assieds-toi, d'ailleurs, il m'a tutoyé, assieds-toi. Je m'assois, puis il ne me parle pas. Il reste de profil comme ça, il ne me dit pas un mot. Alors, j'ai dit, dis donc... Vous avez l'impression que c'était un message de votre sœur? Non, je me suis dit, mais pourquoi il me fait venir ici, il veut pas me parler. Pour être sûr de ne pas le surprendre dans un coin, là, au moins elle est là, tranquille, ça va bien se passer. Il voulait que je sois... C'est moi qui vais lui dire un truc que j'aurais pas dû lui dire et qui l'a mis vraiment très en colère. Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit, est-ce que vous êtes le frère de Pierre Goldman? Et c'était la phrase qu'il fallait pas dire. Et après, on a parlé d'autre chose
Et bon, on est resté, je suis restée 10-12 minutes, puis je lui ai dit, vous savez, maintenant je m'en vais, et après je l'ai revu. Mais ben, je vais vous laisser découvrir dans le livre, quand même, il y a plein de choses. Alors ça s'appelle Comment j'ai échappé au malheur grâce à... Non mais l'histoire est dingue, donc l'histoire est quand même incroyable, ça n'arrive pas à tout le monde. Vous n'avez plus de nouvelles de Jean-Jacques Goldman, vous ne croisez plus. Ça a duré un an, hein. Ça dure un an. C'est le temps du deuil. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un an. C'est le temps du deuil. Et c'est un an, j'ai été protégée, mais absolument tout le temps. Ça a duré un an. Bon. Merci beaucoup, merci Annick Pérez pour ce témoignage. Voilà, comment j'ai échappé au malheur. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TPMP, même l'été. On accueille Bertrand Dickers ce soir sur le plateau, qui nous rejoint. On va parler de la famille royale. Comment ça va, Bertrand? Comment ça va, Bertrand? Ah, pardon, je... Ah oui? Bah non, mais je sais pas. T'es content d'être là? Merci, Pascal. Ah, mais je suis contente que tu sois là. Non? Merci pour cette royale invitation. Mais royale invitation, mais tout est royal avec toi de toute manière. Oui. On voulait revenir sur l'actualité quand même dingue de la famille royale. Toute cette saison, la famille royale est-elle maudite? Non mais franchement, on se pose des questions. Décès de la reine, maladie de Kate et du roi. Charles III, on va prendre des nouvelles. Est-ce que la famille royale est maudite? Dis-moi, toi qui étudies de toute manière la famille royale depuis tant d'années, est-ce que c'est une année particulièrement difficile ou c'est comme ça tout le temps? Oui, absolument. C'est une année que l'on peut remonter à 1936, vous savez, incroyable. 1936, il y a l'abdication d'Édouard VIII. Il dit « je ne veux plus, parce que je ne peux pas épouser la femme que j'aime. Je renonce au trône. » On est dans une impasse. Pour moi, on est à nouveau dans un cas un peu similaire parce que sans le roi et sans Kate, quand même, on était qu'une monarchie qui navigue à vue. Incroyable. Alors, tout commence par quoi? Alors, le décès de la reine, évidemment, c'était en septembre 2022. Oui, c'est ça, 2022. Septembre 2022. Oui. Là, est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'on a le sentiment que la couronne britannique s'effrite? Oui, parce que les choses commencent à bouger. 70 ans de règne quand même, c'est historique. La majorité, 90% de la population mondiale n'avait jamais connu qu'Élisabeth II sur le trône. Alors le monde est un peu bouleversé. Déjà, on voit tous les chefs d'État affluent à Westminster sous les voûtes pour cet hommage incroyable. Mais au sein même de la famille royale, les choses alors bougent aussi beaucoup. Et on ne le sait pas encore, puisque dans les mois qui vont suivre, on le sait, c'est tout d'abord Charles III qui est opéré d'une opération qui doit être relativement bénigne. On parle de la prostate. 7 hommes sur 10 un jour seront un jour opérés de la prostate. Et on constate lors de cette intervention qu'il y a des cellules cancéreuses. Donc pas de chance. En effet, ce qui aurait pu être simple, s'annonce un peu compliqué. Alors ce n'est pas, on le précise, un cancer de la prostate. Si ça avait été un cancer de la prostate, on va dire que ça peut être relativement bénin, c'est encore relativement facile à soigner. Là, ce n'est pas un cancer de la prostate. Ils ne souhaitent pas communiquer par rapport à l'organe exact qui est touché. Et puis surtout, coup de théâtre magistral, on apprend dans la même journée que Kate est hospitalisée elle aussi. On nous parle d'une opération abdominale. Normalement, il n'y a rien de catastrophique. On pense même que c'est un petit peu de l'ordre du chirurgical, enfin de l'ordre, pardon, de l'esthétique. Pas du tout, pas du tout. Dans les jours qui suivent, on apprend aussi qu'il s'agit d'un cancer. Non, vous imaginez? C'est terrible. Qui aime la famille royale là? Donc, public, levez la main. Non, franchement, je vais vous dire un truc incroyable. Là, oui, toi, Sacha, ça t'intéresse pas? Non, pas trop. C'est le bordel comme ça en France pour m'intéresser au bordel dans les familles. De là-bas. Attends, là, ça n'a rien à voir. C'est vrai que nous, on n'a pas. C'est vrai que les Français sont quand même fascinés. Moi, je me souviens effectivement à l'occasion de la reine, on avait fait des sondages. On s'était rendu compte que les Français étaient plus fascinés par la couronne britannique que les Britanniques eux-mêmes. On est dingue de la couronne britannique en France. Mais parce qu'on n'a plus le droit. Les chaînes d'information françaises. Les chaînes d'information françaises, quand il y a un événement, que ce soit l'annonce du cancer ou la mort de la reine évidemment, elles sont en boucle là-dessus. C'est-à-dire qu'on occulte toute la politique française, on occulte toute l'actualité pour se concentrer uniquement sur la royauté. C'est parce qu'on a toujours un lien. Mais oui, on a toujours. C'est pareil pour... Mais pauvre Charles, il a attendu toute sa vie avant de monter sur le trône. Il monte sur le trône, paf, malade. Il n'a vraiment pas de chance. Il y en a un qui est maudit pour le coup, c'est Charles. En effet, il a attendu très 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 longtemps. C'était l'héritier le mieux préparé du globe. Il avait eu 70 ans pour se préparer. Tu m'étonnes. Il était prêt là. Il était alors. Il est couronné enfin au mois de mai. Il devient chef d'église. Il devient chef de près de 2 milliards de sujets à travers le monde. Au mois de mai et au mois de janvier, on apprend en effet un cancer. C'est pas de chance pour lui. Plus toutes les autres choses qu'il a dû gérer. Le cas Harry, quand même. Le cas Harry, c'est incroyable. Vous imaginez que la plus prestigieuse famille du monde ouvre ses portes, excusez-moi, à une petite roturière qui n'était qu'actrice. Non,
Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a une ouverture incroyable de la part des Windsor de dire qu'on se modernise, on accepte la chose. Et quelques mois après seulement, qu'est-ce qu'elle dit? Mais Yann, tu l'aimes pas. Mais ce n'est pas moi qui ne l'aime pas, c'est eux qui. C'est elle, pour le coup, qui a osé dire à la famille royale, moi je me barre, ça ne m'intéresse pas du tout compte fait ce que vous me proposez. Voilà. Non, ce que je veux simplement dire pour ramener le sujet, c'est que Charles III a dû aussi gérer ce cas-là. Et voilà, et pour un homme de 75 ans, qui a 75 ans, c'est normal, c'est lui qui gère les galères. Il est chef de clan et chef de famille, mais il y a eu beaucoup de galères à devoir gérer. Moi, j'ai une question pour Bertrand, vraiment très très sérieuse. Est-ce que justement la maladie de la prostate de Charles III et la maladie de Kate n'ont pas justement apaisé les relations avec Harry et la petite roturière? Et est-ce que justement elle s'appelle Meghan. Exactement, merci. Justement, est-ce que justement ça n'a pas finalement apaisé tout ça? Il aurait voulu, on va être très clair, Harry aurait voulu que ce soit apaisé, puisque vous savez, le communiqué était à peine tombé, il est revenu, il a pris un vol direct, il est revenu pour aller auprès de son père. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le roi, il a consacré 40 minutes à Harry, puis il a dit, je suis désolé, j'ai d'autres obligations, il va falloir que j'attende ce rendez-vous. Il a un peu cherché, non? Mais si je dis ça, on va encore me huer, me conspuer. Mais moi, je trouve en effet que vu le livre moi, la famille royale, ciao les gars. Bon, voilà, il l'a un peu cherché lui aussi. Une question, est-ce que la pression constante des médias et l'attitude scrutatrice du public, on peut considérer que la malédiction est un peu créée par l'esprit et l'espace médiatique? Je ne suis pas médecin, vous le savez, Dieu m'en préserve, mais j'ai pu m'entretenir avec des spécialistes du cancer et ils disent quand même que le stress est un facteur très important dans le développement de la maladie. Alors aussi bien pour Charles III qui a 75 ans se voit, alors que tout le monde normalement est en chaussons en train de regarder sa télévision et est retraité et ne travaille plus, lui à 75 ans se voit confier quand même cette mission de régner sur 2 milliards de sujets. Et pour une Kate Middleton aussi, elle devient princesse de Galles et la pression est encore plus forte. On n'imagine pas pour une Kate qui est issue de ce qu'on appelle la roture. Elle n'a pas une seule goutte de sang bleu dans les veines. Oui, c'est une roture. Elle a dû avaler des couleuvres pour devenir un jour la future reine d'Angleterre. Bertrand, tu l'as pas traité de petite roturière? Pourquoi est-ce que je l'aime? Parce qu'elle fait divinement le job de divine, parce qu'elle est parfaite. Elle a été entraînée pour ça. On l'a vu, elle ne crache surtout 100% blanche. On l'a vu ce samedi, elle est 100% blanche que William. Mais non, mais ça n'a rien à voir du ça. Mais enfin, on s'entend plus là. regardez ce que je disais de Meghan Markle avant qu'elle ne crache dans la soupe, comme vous dites. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Ils l'ont le facile de jouer cette carte. Ils l'ont jamais accepté. Ils l'accepteront jamais. Ce n'est pas vrai. Stop. Pas tout le monde en même temps. Elle ne sera jamais acceptée, Dina. Bien sûr, je rappelle quand même, mais monsieur ne le sait pas évidemment, que c'est Charles III qui conduit Meghan Markle à l'hôtel pour pouvoir se marier parce que son père n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme signe d'ouverture? Moi, je suis entièrement d'accord avec Bertrand. Et pardon, mais les deux, ils se sont coulés tout seuls. Même leur association de merde, où ils sont supposés faire le bien dans le monde, et dont on se demande où est allé l'argent, et qui vont se goberger dans le monde entier en ne pensant qu'à eux. Moi, je trouve que c'est un scandale, ce coup. Et pourtant, je sais que j'aime les roues. Hein. Ah bah oui. Aucun rapport. Les roues du carrosse. Il y a aussi quelque chose un peu surnaturel là, en ce moment qui plane sur la famille royale. Ça va, toi? On parlait de la malédiction. Non, mais la malédiction, la définition même de la malédiction, ce serait quelque chose d'un peu impalpable. Et on parle, par exemple, de la malédiction de Diana qui planerait sur la nouvelle femme aussi, la future femme du roi d'Angleterre, puisque forcément, la future reine. Elle porte sa bague de fiançailles d'ailleurs. Et il y a une autre malédiction, c'est le diamant de la couronne, qui est complètement, on se croirait dans un Tintin. Il y a le diamant de la couronne, qui est le Koh-i-Noor, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de diamant indien, qui serait aussi maudit. Donc on est un peu dans... Mais où est la vérité? Alors qui d'ailleurs n'a pas été porté par Camilla le jour du couronnement. Attendez, je voudrais que Bertrand réponde. Est-ce que les diamants ou les bijoux de la couronne sont maudits? C'est vrai qu'en effet, donc il y a ce fameux Koh-i-Noor, en effet. Alors il n'a pas été arboré par Camilla, seules les reines peuvent le porter. Et normalement, Camilla aurait dû le porter le jour du couronnement, le 6 mai, sous les voûtes de Westminster, et elle a décidé de ne pas le porter. Alors on dit que c'est parce qu'elle avait peur d'une malédiction. En effet, non, c'est pas ça du tout. C'est que là, en réalité, réclame le Koh-i-Noor à corps et à cri qu'il considère que c'est à lui. Donc c'est pour éteindre toute polémique et être sûr de le garder qu'elle ne l'a pas arboré. C'est plutôt ça la vraie raison. Là, en effet, il y aurait cette histoire de pierres précieuses. Bref, mais tout ce qui touche la famille royale est un peu de l'ordre du magique, comme tu le dis. Et alors, voilà, du mystique. Mais indépendamment de Kate et de Charles III, qui sont dans une mauvaise posture physiquement, en effet,
La malédiction, elle est beaucoup plus large que ça, puisque dans le clan familial, il y a une petite cousine qu'on appelle Lady Gabriella. Elle a retrouvé son mari assassiné, pas assassiné, suicidé, Lady Gabriella, alors qu'il n'avait jamais eu aucun problème. Vous vous souvenez, Béatrice, la fille de Édouard et de Sophie, eh ben, son premier petit ami s'est suicidé lui aussi dans une chambre de Miami. Alors vous savez quoi, attendez. La famille royale est quand même un peu. Mais il y a des très très gros dossiers. On vous a préparé un petit récap de l'année horrible de la famille royale, mais c'est juste après la pause. Bertrand, reste avec nous. Vous allez voir, on a plein de dossiers. Avant de vous bougez pas, c'était pas le Moteur. On revient tout de suite.